Et là, au niveau des champs électromagnétiques et de certains produits chimiques, on va passer par une espèce de mémorisation d'intolérance dans le système nerveux, avec abaissement du seuil de tolérance et extension à tout le spectre des champs électromagnétiques, ou à ce qu'on appelle aussi une maladie qui est très très proche du syndrome d'intolérance que j'ai décrit pour les champs électromagnétiques. Il y a des intolérances à certains produits chimiques qui vont passer également par le système nerveux. Donc on a deux types d'hypersensibilité, soit une hypersensibilité qui va passer par le système immunitaire, ça c'est l'allergie. Et puis l'hypersensibilité qui va passer par le cerveau, là, on est en présence d'une intolérance. Oui, mais est-ce que cette intolérance n'est quand même pas, disons, peut-être pas, c'est pas le même mécanisme que l'allergie classique. Non, c'est pas du tout le même mécanisme. C'est pas du tout le même mécanisme. Pas du tout. Ça relève quand même d'une allergie au sens. Non, parce que l'allergie normalement est décrite vraiment avec un allergène. C'est une molécule qui pénètre le corps qui va créer des réactions au niveau du système immunitaire chez des sujets qu'on appelle atopiques. D'accord, c'est une molécule, mais ça peut être une onde électromagnétique aussi. Pas à ma connaissance, parce que le système immunitaire, si vous voulez, la réaction du système immunitaire au champ électromagnétique, c'est, comme vous l'avez très justement dit, c'est une baisse des défenses. C'est-à-dire qu'on va, si vous voulez, faire que le système immunitaire ne va pas bien fonctionner. Mais pour ce qui est de l'allergie proprement dit, on passe par une molécule chimique qui va modifier le comportement du système immunitaire. Et là, on est d'ailleurs dans les faibles doses, toujours à faible dose d'allergènes. Et quand il y a un mécanisme d'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'au contact d'une nouvelle fois, on mettra l'organisme au contact de l'allergène, il va redéclencher une réaction qui va être différente par rapport à la première fois. Ça, c'est la définition de l'allergie. Là, dans les intolérances aux champs électromagnétiques ou à certains produits chimiques, ce que les anglophones appellent la multiple chemical hypersensitivity. Alors, pardonnez-moi, l'expression, ça veut dire tout simplement hypersensibilité multiple aux produits chimiques, c'est une entité que nous étudions également. Là, on passe par le système nerveux. Ça, c'est complètement différent. Il n'y a pas, si vous voulez, le mécanisme immunitaire. Alors, est-ce que ça se soigne ? Oui. Alors, attendez, oui et non. Oui, c'est là où ma distinction entre intolérance et hypersensibilité est très importante. L'intolérance, oui, se soigne. Avec, si vous voulez, des résultats que je ne peux pas encore promettre, mais qui devrait nous permettre de faire en sorte que les malades qui sont arrivés avec cette hypersensibilité aux champs électromagnétiques ou aux produits chimiques, grâce au traitement, n'évolueront pas vers une maladie d'Alzheimer pour ce qui est des champs électromagnétiques ou vers une autre maladie. D'accord, mais est-ce qu'on peut les rendre, enlever leur hypersensibilité ? Non. C'est ça, c'est le non maintenant. L'hypersensibilité, jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas de moyen de retirer l'hypersensibilité. Et parce que c'est probablement, il y a une mémorisation des phénomènes, probablement dans le système limbique, c'est ce que nous suspectons, c'est-à-dire une petite partie du cerveau, qui est d'ailleurs le centre de la mémoire, le centre des affects, et qui est connecté aux régions frontales du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a aussi, si vous voulez, un rôle dans la cognition, c'est-à-dire dans la mémoire, mais aussi l'attention et la concentration. Nous pensons que cette hypersensibilité qui passe par le système nerveux est liée à une anomalie au niveau du système limbique. Cette anomalie étant probablement liée à une neuroinflammation à ce niveau-là, c'est-à-dire une inflammation du système limbique. Et alors donc, essentiellement, on ne sait pas comment soigner ces gens-là. Et la seule solution qui reste à ces personnes, c'est de partir pour le désert de Gobi. Non, pas nécessairement, mais de les protéger. Ce qui est tout à fait nouveau avec ces nouvelles pathologies, c'est que autrefois on parlait de prévention primaire. La prévention primaire, c'était la prévention qui visait, et qui existe toujours, à supprimer les facteurs de risque. Quand on parle de prévention environnementale, supprimer les facteurs de risque, ça veut dire supprimer les sources polluantes, que ce soit des produits chimiques, des rayonnements et tout le reste. Là, au sein de cette prévention primaire, il faut maintenant admettre le concept de protection, ce qui est tout à fait nouveau. C'est que là, on ne peut plus supprimer la source polluante, mais on va protéger l'individu de cette source polluante, ce qui est un autre aspect de cette prévention primaire. Il faut que les personnes se promènent avec une armure ou quelque chose. Donc c'est ce qu'on a dit. Il faut d'abord qu'il y a des protections
tissulaire, la cage de Faraday, le baldaquin, se mettre des baldaquins, etc. Donc il y a un certain nombre de protections et puis de recommandations de modération d'utilisation des sources électromagnétiques. Oui, mais là je parle un peu peut-être les. Non, mais vous avez raison. Mais par exemple, vous savez que pour les allergies, eh bien, on soigne parfois les gens par des méthodes de désensibilisation. Oui. C'est-à-dire qu'on les expose à des doses croissantes d'allergènes de façon petit à petit. Est-ce que ça peut marcher? Écoutez, pas à ma connaissance. Et d'ailleurs, la désensibilisation dans le domaine de l'allergologie, on n'en connaît pas bien les mécanismes. Donc c'est encore une thérapeutique qui existe indiscutablement, qui a des bons résultats, mais qui, par certains côtés, est encore discutée. Bon. Pour ce qui est du système nerveux, à ma connaissance, ça ne pourra pas marcher. Vous nous identifiez. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des sciences et techniques, animé par Paul Devels. Nous recevons ce soir Monsieur Dominique Bellepomme, professeur en cancérologie et président de l'ARTAC, l'association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Nous abordons ce soir la pollution électromagnétique. Alors, pour revenir à l'ANSES qui a fait ce rapport, là aussi, il y a tout et son contraire. Je lis un autre article de journal qui dit un rapport plus alarmiste qu'il n'y paraît. Mais bien sûr, là-dessus, si vous voulez, ces organismes d'État sont obligés d'avoir une extraordinaire prudence parce que je suppose que si une personne à l'intérieur de ces organismes disait la vérité telle qu'il la voit, il serait considéré comme politiquement non correct et véritablement il serait éliminé, je suppose. C'est-à-dire que ces personnes, à la fois on leur interdit de dire réellement ce qu'ils pensent et en même temps on leur dit surtout n'ayez pas des rapports qui soient trop critiques vis-à-vis de l'industrie, etc. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Oui, mais si vous voulez, c'est bon, ce rapport de l'ANSES qui nous concerne lors de cette émission n'est qu'en fait qu'un élément parmi d'autres, car en fait ce qui se passe, nous sommes dans une société, je dirais, de corruption. Corruption financière, c'est évident, mais également idéologique. Et c'est ça le plus grave. Autrement dit, nous avons des autorités responsables qui sont ligotées par, je dirais, un système économique qui est prégnant et qui sous-tendu par une croissance économique qui est indispensable pour éviter le chômage et faire que le pouvoir d'achat soit à un niveau suffisant. Mais ceci étant dit, on est dans une espèce d'idéologie à certains côtés, et donc on peut pas transgresser ce système et cette idéologie. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise bien sûr le terme de corruption au sens de Lavoisier, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas pur. Il est évident qu'au niveau si vous voulez, de cette corruption, on peut inclure, par exemple, la publicité mensongère à tous les niveaux. Il est évident que pour revenir en ce qui concerne ce qui est dit dans les différents médias concernant les risques sanitaires avérés ou non liés au champ électromagnétique, il y a beaucoup de choses inexactes qui sont dites tout simplement pour protéger les intérêts économiques. Donc c'est ça le vrai problème, et c'est cet aspect-là, si vous voulez, qu'il faudra dans les propositions avec les députés et sénateurs avec qui je suis au sein du groupe de travail que nous avons créé, c'est là qu'il va falloir probablement inscrire dans le marbre au niveau d'une nouvelle loi ou directive européenne, je dirais, une régulation. Il est évident que toute nouvelle technologie nécessite la prise de mesures à visée de régulation. Car lorsqu'on ne prend pas de régulation, on fait comme une cellule cancéreuse. Si vous voulez, une cellule cancéreuse, la définition, c'est que l'organisme ne la régule plus. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle est devenue... elle a un libéralisme dans l'organisme qui est sans limite. Eh bien, notre système économique, par certains côtés, lorsqu'il dépasse certaines limites, et notamment lorsqu'il n'y a pas suffisamment de régulation, finit par devenir un cancer, un véritable cancer. Je vous dirais, professeur Bellepomme, je parle encore d'une expérience que j'ai eue. Un jour, j'ai exposé un problème statistique de santé publique devant un groupe composé où il y avait un sénateur. Et ce sénateur m'a dit, monsieur, vous prenez l'interdiction d'un produit chimique, je ne vais pas dire lequel, eh bien vous vous rendez pas compte que ce que vous dites représente une menace pour l'industrie.
J'ai dit, peut-être que c'est une menace pour l'industrie, mais si on laisse ce produit chimique en circulation, c'est une menace pour la santé publique. Alors, il faut quand même arriver à un certain compromis, c'est-à-dire que le compromis, c'est aux hommes politiques de le décider, mais c'est évident que si on n'empêche pas la diffusion de ce produit, et vous pensez vous-même, professeur Bellepomme, à tout ce que vous avez fait contre le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, eh bien, si on avait laissé ce produit être, ça aurait été abouti. Ça aboutit toujours d'ailleurs aujourd'hui à une catastrophe parce que ces produits sont dans l'environnement. Alors il y a bien sûr des gens qui se battent contre cela. Il faut toujours présenter le pouvoir. Le pouvoir, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile et les contre-pouvoirs. Alors, il y a une association, je ne peux pas ne pas la citer parce qu'elle est extrêmement active. Elle a un nom intéressant, c'est Robin des Toits. Alors Robin des Toits, eh bien, se caractérise par une action associative contre l'implantation anarchique de émetteurs. Et je dirais que je les trouve très sympathiques personnellement, mais je vais citer Monsieur Étienne Sandrier, qui est le porte-parole de l'association Robin des Toits. Alors, il parle du fameux rapport de l'ANSES qui a été publié le 15 octobre 2013. C'est récent. Alors, il estime que l'ANSES aurait dû carrément recommander l'interdiction pure et simple des téléphones portables et tablettes pour les enfants de moins de 6 ans. Alors, attention, on parle de téléphone portable, mais vous avez aussi les tablettes. Les tablettes, c'est... est-ce qu'on peut citer un nom quelle est la tablette la plus connue? C'est peut-être l'iPad, je pense. Alors, l'iPad, c'est certainement un joujou assez amusant pour les adultes. Ils peuvent trouver tout ce qu'ils veulent, la téléphonie, etc. Mais c'est dangereux pour les enfants de moins de 6 ans. Il faudrait que ça soit interdit. Alors, qui n'a pas vu des enfants jouer avec l'iPad de leurs parents, avec la complicité et il faut interdire ça. Ça c'est une chose qui... Alors il y a une loi qui a été votée, même interdisant cet emploi, le 12 juillet 2010. Cette loi a été votée par le Parlement. Alors, c'est intéressant, mais cette loi n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été promulguée. Alors pourquoi est-ce que les députés et les sénateurs votent une loi qui est enregistré au journal officiel et qui n'est pas promulgué? Pouvez-vous m'expliquer? C'est-à-dire qu'en fait, le rôle des députés et des sénateurs, c'est de voter des lois. Après, bien entendu, cette loi, elle doit être promulguée par le pouvoir exécutif. Alors, le pouvoir exécutif peut très bien choisir de ne pas promulguer une loi si cette loi ne l'arrange pas. En 2010, on est en 2013, intéressant. Bon, alors il y a sans doute alors ça, c'est moi qui le dis, bien sûr, mais il y a sans doute des pressions qui ont été faites pour que cette loi ne soit pas promulguée, parce que le marché des enfants de moins de 6 ans est certainement un marché très porteur. Tous les enfants disent « Papa, maman, je veux un portable pour Noël ». Bon. Alors, on sait d'ailleurs, alors ça je continue à citer Étienne Sandrier, on sait que le cerveau des enfants est particulièrement fragile tant qu'il n'est pas définitivement formé. Mais ça n'empêche pas monsieur, alors je vais pas citer le nom, c'est le ministre de l'Éducation nationale actuel, de lancer son plan numérique dans les écoles. Alors c'est intéressant. C'est-à-dire vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui lance un plan numérique dans les écoles où tout le monde va avoir son Wi-Fi, tout le monde va avoir sa tablette, tout le monde va avoir son ordinateur. Il va y avoir des Wi-Fi dans les écoles primaires et secondaires, alors qu'on sait que ces émissions sont toxiques pour les enfants. Mais de qui se moque-t-on? Donc cette chose, non seulement ça va coûter cher, mais c'est dangereux. Alors je pense, on peut quand même dire qu'il s'agit de Monsieur Payon. Monsieur Payon devrait se renseigner sur la nocivité des ondes pour les jeunes enfants. Donc là encore, je dirais que pour les parents qui mettent leurs enfants à l'école, eh bien un plan numérique pour l'école primaire les met carrément en grand danger. Alors, je continue les citations de Monsieur Étienne Sandrier. C'est intéressant. J'aurais peut-être dû l'inviter à l'émission, mais c'est pour qu'il puisse dire encore ces choses-là, qui sont d'ailleurs ce que nous disons depuis le début. Alors, il dit, dans le langage administrativo-politique de l'ANSES, je cite Monsieur Sandrier, je n'oserais pas faire des commentaires de ce type, cela donne la recommandation suivante. Ouvrez les guillemets. Réduire l'exposition des enfants en incitant à un usage modéré du téléphone mobile, comme c'est bien dit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dit rien. Alors, là encore, il n'y avait aucune étude faite sur les enfants qui soit citée par l'ANSES. Et alors là, nous abordons une question
très 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 épineuse. On n'a pas parlé jusqu'ici des antennes relais et de leur implantation. Parce que ça, c'est un vrai problème. Les antennes relais, on les implante de façon quasiment anarchique. Alors, nous allons voir quelles sont les règles qui sont imposées aux antennes relais. Alors, l'ANSES a opté pour un discours tout aussi précautionneux. Pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les associations qui s'inquiètent de la recrudescence d'appels au secours d'électro-hypersensibles, on en a parlé, et d'autres, les opérateurs qui comptent sur la 4G pour se refaire une santé économique après l'arrivée du Trublion. Alors Trublion, c'est un nom d'opérateur qui, en particulier, est rentré sur le marché. Je ne vais pas lui faire de la publicité, mais dans le secteur du mobile. Donc il y a un nouvel opérateur qui est particulièrement agressif et qui vous dit si vous ne m'utilisez pas, vous n'avez rien compris. Vous voyez à qui je fais allusion. Alors dans son communiqué, on peut lire que le développement c'est le communiqué de l'ANSES, le développement des nouvelles infrastructures de réseau de téléphonie mobile devrait faire l'objet d'études préalables en matière de caractérisation des expositions et que les conséquences d'une éventuelle multiplication du nombre d'antennes relais dans le but de réduire les niveaux d'exposition environnementaux fassent l'objet d'un examen. J'ai déjà cité ce passage, mais c'est vraiment la langue administrative et on ne dit rien. Alors le décryptage, alors il faut décrypter, c'est monsieur Étienne Sandrier qui le fait. Théoriquement, il faudrait vérifier avant qu'un opérateur installe une nouvelle antenne 4G que le niveau d'exposition des riverains n'explose pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va installer des antennes 4G sur toutes les antennes précédentes. C'est-à-dire que si vous avez une antenne à côté de chez vous, riverain, méfiez-vous. Sans qu'on vous donne aucune information, sur cette antenne, il va y avoir une nouvelle, enfin sur ce relais, il va y avoir une nouvelle antenne 4G qui va être installée, qui va émettre sur 3,47 GHz et qui va vous inonder d'ondes électromagnétiques. Et monsieur Étienne Sandrier estime que ceci entraînera un minimum de 50% d'augmentation du niveau d'exposition. Alors, c'est hallucinant, parce que, en fait, d'ailleurs, ce qui est clairement dit, c'est que cette 4G est destinée à remplacer la 3G ou la 2G qui existe, mais on fera fonctionner toutes les antennes en même temps, parce que vous avez encore les gens qui ont une installation 2G ou 3G, il faut que ces gens-là continuent à se servir de leur installation jusqu'à la mort. Bon, ce qui veut dire qu'on va nous augmenter encore au-delà de tout ce qui est raisonnable, les installations. Alors, on n'a pas du tout parlé jusqu'ici des règles d'installation des différentes antennes, mais ça intéresse beaucoup de gens. C'est-à-dire combien y a-t-il de personnes qui d'un seul coup ont vu s'installer à côté de chez eux une antenne relais. Alors, là encore, il n'y a pas réellement de règles pour ces antennes relais. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que la règle, il y a un organisme, alors cet organisme, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui va décider si oui ou non cette antenne peut être installée. Et puis on a retiré au maire, je crois que c'est le Conseil d'État, on a retiré au maire le choix de l'emplacement, c'est-à-dire que le maire ne peut que obéir aux opérateurs actuellement. C'est plus du tout dans les prérogatives du maire de veiller à ce que une antenne relais ne soit pas installée à côté d'une crèche, d'une maternité. Alors c'est simplement une recommandation, c'est-à-dire on recommande que en fait les antennes ne soient pas installées à moins de 100 mètres d'un établissement d'enseignement, vous voyez. Alors bien entendu, ce qui va se passer, c'est que si par exemple on installe une antenne à proximité d'une école maternelle, c'est un organisme administratif qui est... alors cet organisme, c'est l'ANFR. L'ANFR, c'est-à-dire l'Agence nationale des fréquences. Alors cette Agence nationale des fréquences est régie par le décret du 31 mai 2002 et donne un avis favorable ou défavorable, non pas en fonction de l'implantation des antennes, mais en fonction des fréquences d'émission, parce qu'il ne faut pas que ces antennes interfèrent entre elles. Bon, ce qui veut dire qu'on peut les installer absolument n'importe où, et il est recommandé, c'est pas obligatoire, de les installer à moins de 100 mètres des écoles. Bon. Il n'y a donc pas d'autorisation préalable. Alors ce qui est fascinant, c'est que vous habitez dans un quartier tranquille ou à Paris,
et puis d'un seul coup, vous allez avoir l'immeuble d'en face, ou peut-être même votre immeuble, si le syndic décide de ça sans vous prévenir, qui va d'un seul coup vous installer sur votre toit une antenne d'émission, et si vous habitez 1 ou 2 étages en dessous, vous allez être inondé de ces fameuses ondes électromagnétiques. C'est quand même extraordinaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, il est nécessaire après de faire un procès, mais sur quelle base? Sur quelle base? C'est-à-dire, on ne peut pas s'attaquer à l'émission si vous voulez, à l'installation d'une antenne, sauf si il y a moyen. Alors, je vais vous dire comment, pour les auditeurs qui veulent contester les antennes. Il faut acheter un appareil qui mesure le champ électromagnétique. Alors cet appareil, il y a par exemple des sociétés de vente par correspondance de matériel électronique, et j'ai failli moi-même en acheter un par curiosité. J'ai calé devant le prix. Ça vaut entre 5 et 600 euros, et cet appareil vous donne une mesure extrêmement précise sur toutes les gammes de fréquences qu'on définit, de l'intensité d'émission, des champs électriques, des champs... Bon, alors c'est très simple. Une fois que vous faites ça, vous arrivez avec votre antenne, vous avez acheté votre matériel, vous la pointez vers la station d'émission, et horreur et damnation, d'un seul coup, vous vous rendez compte que vous êtes envahi par la 4G, la 3G, tout ce qu'on veut, et ça dépasse ce qui est raisonnable, c'est-à-dire un champ électrique de 1,5 volts par mètre, par exemple. Vous mettez ça à votre fenêtre, et à ce moment-là, vous devez faire venir un huissier, constater que cette émission est trop élevée, et faire un procès au civil, et ainsi de suite, et vous êtes engagé dans une procédure interminable. C'est ça la vie en France. Si vous voulez, c'est même encore... Enfin, je veux dire, oui. Parmi alors, il y a 2 cas de figure. Où vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas devenu électro-hypersensible. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez discuter avec le syndic de copropriété dans votre immeuble pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'antenne, etc. Enfin, tout ça, c'est des procédures. Bon. Pour les électro-hypersensibles, c'est encore plus compliqué parce qu'ils sont tellement, les pauvres, atteints par la fatigue, par les troubles cognitifs, qui n'ont pas du tout envie de se battre. Donc, si vous voulez, c'est très difficile parce qu'ils sont vraiment marginalisés et victimes du système. Alors, c'est pas aussi simple que ça non plus. Alors, les règles, telles que j'ai pu les percevoir au travers des malades que j'ai vus et des familles de malades que j'ai vus, c'est d'abord créer un collectif pour essayer de se battre. Deuxième point, parce que individuellement, on a beaucoup plus de chances. Individuellement, on a peu de chances de réussir. Il faut vraiment être collectif déjà. Deuxième point, prendre un expert agréé. Autrement dit, ces mesures-là, si vous les faites vous-même, vous allez tout de suite contrebalancer par les mesures que vont demander les agences ou la commune ou la mairie, etc. Et des mesures qui vont être faites, si vous voulez, malheureusement, en lien avec les opérateurs. Donc ça veut dire que ce sont des mesures qui vont pas être indépendantes. Ça veut dire... Oui, et puis si vous faites venir un expert agréé, eh bien si cet expert agréé abonde dans votre sens, il risque après de ne plus être agréé. Enfin, c'est parfois des choses qui arrivent. J'ai pas encore vu ça. Et il y en a très peu. Par contre, on a très peu d'agréés. Il y en a un qui est le docteur Leruse avec qui nous travaillons, qui est lui expert européen agréé. Et qui donc fait des mesures qui ont valeur juridique. Parce que la mesure que vous avez faite, faut encore qu'elle ait une valeur juridique. Ça ne suffit pas de faire venir un huissier. Non, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle ait une valeur juridique et parce que de l'autre côté, il va y avoir les contre-mesures faites par la mairie, faites par voilà. Attendez, il faudrait que vous nous identifiez encore une fois. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des sciences et techniques, animé par Paul Devels. Nous recevons ce soir Monsieur Dominique Bellepomme, professeur en cancérologie et président de l'ARTAC, l'association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse. Nous abordons ce soir la pollution électromagnétique. Alors, juste avant que je vous laisse continuer, professeur Bellepomme, je voudrais encore signaler aux auditeurs qui prennent l'émission en route que votre présence en tant que cancérologue est particulièrement pertinente à cause des risques du cancer du cerveau induits par l'usage immodéré du téléphone portable. Et surtout, en tant que médecin, vous avez été le premier... Un pionnier, en tout cas. Un pionnier pour l'identification du syndrome d'hypersensibilité. C'est le seul, là. Oui.
Pour ça, oui, c'est vous qui avez découvert ça. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui mérite d'être signalé parce que, en fait, vous avez découvert que ces gens avaient un syndrome d'hypersensibilité et étaient transformés en personnes absolument malades à cause de cette exposition aux ondes qui induit toutes sortes de pathologies et qui ensuite font boule de neige. Alors, nous étions en train de parler à l'instant des problèmes de l'implantation des antennes relais de téléphonie. Et cette implantation des antennes relais de téléphonie, il est extrêmement difficile de s'y opposer. Très difficile de s'y opposer, certains y arrivent. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand ils y arrivent, ça prend du temps. Et en ce qui concerne les gens qui sont arrivés au stade de l'électro-hypersensibilité, c'est vraiment d'une intolérance majeure à toutes sortes d'intensités au champ électromagnétique, y compris les faibles intensités. À ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils déménagent. Donc ça veut dire que ces gens-là sont, ce que je disais aussi au début de l'émission, sont devenus de véritables parias au niveau de la société. Et c'est là où le serment d'Hippocrate est essentiel pour un médecin, comprendre ce qui se passe et faire en sorte que, si vous voulez, indépendamment des problèmes techniques, d'écoute, mais aussi de traitement, bien sûr, de diagnostic et de traitement des malades, il y a les problèmes sociaux pour lesquels il faut intervenir. Et ma consultation, quand je vois les malades, c'est 1 heure d'entretien avec eux et 50% consacrés uniquement à essayer de les aider à régler les problèmes sociétaux et sociaux. Et là, il commence à y avoir un certain nombre d'armes. Par exemple, si vous voulez faire reconnaître contrairement à ce que j'ai lancé aussi dans notre pays, c'est que j'ai réussi à faire reconnaître ces malades-là comme handicapés en déposant un dossier au sein de la MDPH, qui sont, si vous voulez, qui est une maison particulière pour les personnes handicapées, qui est un organisme d'État, qui, je crois, dépend de la sécurité sociale, je crois, de façon à ce que ces malades-là prennent date dans un circuit sociétal visant un jour ou l'autre, une fois que la loi sera passée, à être réparé, car c'est pas le tout d'être reconnu. Il faut encore qu'il y ait une prise en charge par la société. Ces malades-là perdent leur boulot. Il y a des ruptures dans le couple. Il y a des nécessités de déménagement, donc ils se ruinent petit à petit en changeant, en étant obligés de vendre leurs biens immobiliers, souvent en les bradant parce qu'il faut absolument qu'ils aillent ailleurs. Donc ils perdent leur boulot, ils sont dans des situations psychologiques et financières absolument dramatiques. Donc si vous voulez, au nom de ce serment d'Hippocrate, bien que ma vocation première ait été et soit toujours bien sûr la cancérologie, je n'ai pas pu faire autrement que de prendre en charge ces malades et d'initier des recherches à leur sujet. Alors justement, c'est tout à votre honneur, il faut vous rendre hommage sur ce point, mais et en plus, le problème, c'est que leur nombre va augmenter de façon drastique, parce que si vous regardez la courbe d'accroissement des émissions radiophoniques, ça devient absolument dramatique. C'est-à-dire que on a eu des intensités, mesurées suivant les différents systèmes, multipliées par 10 ou par 20. Et la 4G va aggraver la 4G va faire exploser ce système. Et alors, en fait, c'est totalement anarchique. C'est-à-dire que vous avez des antennes qui sont installées, on va installer des antennes 4G qui vont augmenter la soupe, si vous voulez, de ces fréquences. Et bien entendu, personne ne peut rien faire pour s'y opposer, personne ne s'y oppose. Alors, cette loi de 2010, là aussi, on ne l'applique pas. Alors, la seule recommandation qui existe concernant les antennes, c'est une recommandation européenne de 1999 et une circulaire de l'OMS qui date du 16 octobre 2001. Voilà, c'est ça. L'OMS est figé dans une décision, dans une circulaire de 2001 qui n'avait pu appréhender la gravité du problème actuellement. Donc il est clair que l'OMS ne pourra pas faire autrement un jour ou l'autre à adapter son message et ses recommandations à un fléau de santé publique qui naît aujourd'hui et pour lequel il nous faut, en tant que médecin tout au moins, et scientifique, combattre avec une extrême vigilance et fermeté, car les malades qui sont là, quelles que soient les difficultés, l'ombre et la lumière au plan scientifique, il y a des malades et il faut essayer de comprendre pourquoi ils sont malades et les prendre en charge d'une façon ou d'une autre, tant au plan médical que sociétal. Alors les pays qui sont les nôtres, la Suède, l'Autriche et l'Allemagne, reconnaissent la nocivité des ondes électromagnétiques. Pas autant qu'on le veut bien le dire. La Suède, si vous voulez, ne reconnaît pas
officiellement les gens hypersensibles, contrairement à ce qui est dit par certaines associations comme des handicaps. Ce que fait la Suède, c'est qu'elle donne de l'argent, le gouvernement donne de l'argent aux associations de malades de façon à ce qu'ils puissent payer leurs soins dans de bonnes conditions. Mais il n'y a pas de reconnaissance officielle. Et la France, par le biais de cette MDPH, est, à mon avis, l'un des premiers pays en Europe, si ce n'est le premier, à reconnaître officiellement ces malades-là comme handicapés. Le drame, c'est que c'est une reconnaissance purement verbale, il n'y a pas de réparation. Oui, et alors qui doit payer? Parce que si vous voulez, évidemment, c'est l'État est obligé de payer le médecin qui va soigner cette personne à condition de trouver un médecin. Et le problème, c'est la personne qui est responsable, c'est l'opérateur de téléphonie. L'opérateur de téléphonie qui est... je vous laisse la parole, Stéphane, parce qu'il y a certainement des nouvelles questions d'auditeurs. Du coup, par rapport aux explications, est-ce que vous avez en tête ou en vue, comme a pu le faire Seralini sur les OGM et les pesticides, une vaste étude toxicologique sur l'effet des ondes électromagnétiques? Mais elles sont faites, ces études-là. Elles sont faites. Il y a l'étude réflexe qui a été faite par le professeur Aldolkofer en Allemagne. Il y a 1800 articles aujourd'hui qui concernent l'épidémiologie, la toxicologie et la biologie sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques. Donc ces études sont faites. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ça, le message aujourd'hui ambiant qui est délivré notamment par les opérateurs ou par des politiques qui dénient l'existence du problème. On demande la preuve de la preuve. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, ils sont jamais satisfaits de ce qu'apportent les publications scientifiques. Donc, on n'y arrive pas. C'est comme l'amiante, si vous voulez. C'est exactement la même chose. On recule pour des intérêts économiques. Donc, c'est pas refaire une étude. De toute façon, il y a eu l'étude Interphone, qui est une étude des portables multicentrique sur plusieurs milliers de malades qui a été faite pendant 11 ans. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Alors, l'étude Interphone, il y a une deuxième étude qui va se faire ciblée sur les enfants et les adultes jeunes. Bon, très très bien. Bon, mais ça pour en savoir plus. Mais il est clair, si vous voulez, qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment d'études pour prendre des décisions politiques. C'est ça la vérité, le véritable problème. Alors on peut... Donc, si vous voulez, c'est un problème politique. Alors là encore, je citerai par exemple, par exemple, vous avez l'avis de l'ANSES. Ouais. L'avis de l'ANSES, donne des commentaires. Par exemple, il signale une chose. Le 29 juin 2013, il y a une directive européenne qui fixe les prescriptions minimales de sécurité et santé, non pas applicables aux habitants, mais applicables aux travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, parce que c'est simplement la protection des personnes au travail qui est faite de façon plus sérieuse. Chez vous, vous pouvez vous empoisonner, mais si vous êtes un employé, vous êtes un peu plus protégé que votre employeur ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, elle a été publiée le 29 juin 2013, au journal officiel de la CE, mais sa transposition au niveau national par les États membres ne pourra être faite qu'avant le 1er juillet 2016. Et pendant ce temps-là, on installe la 4G, on installe la 5G. C'est la grande différence entre les directives et les règlements et les politiciens ou les politiques au sein de la Commission, enfin au sein du Parlement européen et les responsables au sein de la Commission européenne savent très bien que lorsqu'on prend une directive, ça doit passer dans les droits des États membres, et donc il y a un délai, et donc on gagne du temps. C'est ce à quoi les opérateurs poussent, bien sûr. Alors que le règlement, c'est obligatoire et c'est dans le droit tout de suite. C'est un droit européen. Donc il faut véritablement un règlement européen pour ce qui est de ces champs électromagnétiques. Je pense que c'est une discussion que nous allons avoir avec un certain nombre de députés, enfin de parlementaires européens. Effectivement, peut-être qu'ils seront obligés de passer par l'étape de la directive avant d'arriver au règlement. Mais il est clair qu'il nous faut quelque chose qui puisse
une législation quelle qu'elle soit qui puisse réguler l'utilisation des champs électromagnétiques. On ne peut pas rester dans cette incertitude. Oui, mais le problème, c'est que, si vous voulez, la plupart du temps, enfin, on est baigné là-dedans, qu'on le veuille ou non. Oui. Ça vous est imposé. C'est-à-dire, vous habitez n'importe où, vous voyez fleurir les antennes, et puis ces antennes vous baignent d'ondes. Vous habitez dans un appartement parisien, vous avez les locataires ou les propriétaires en dessous, au-dessus, des immeubles voisins qui mettent toutes leurs box en marche, et ainsi de suite. Et à la fin, vous êtes baigné là-dedans, que vous le vouliez ou non. C'est un peu cette espèce d'aspect, je dirais, de pollution. On est dedans, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et personne ne fait rien, en fait, sauf quelques associations. Et alors, là encore, professeur Bellepomme, il faudrait que, peut-être qu'on recommande aux gens d'entrer en résistance en se protégeant eux-mêmes, c'est-à-dire avant de devenir électrosensibles, il serait peut-être intelligent de mettre des rideaux métalliques, enfin des grillages. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Nous avons un site électro EHS MCS qui est en création actuellement, où nous allons proposer des mesures de protection qui concernent non seulement les électro-hypersensibles qui sont les plus sensibles et donc les plus intolérants, et donc là c'est l'urgence, mais également pour les gens qui ne sont pas électro-hypersensibles, c'est-à-dire le citoyen tel que la majorité des gens, fort heureusement aujourd'hui, de façon à ce qu'ils évitent par des mesures de protection d'entrer dans une véritable phase. C'est-à-dire qu'il faut se protéger. Ouais. Je pense que la situation est assez grave. Voilà. Pour que l'on fasse une protection avant d'être atteint par ce syndrome, parce que comme vous avez bien signalé, on commence par être sensible, et puis ensuite peu à peu la maladie évolue et on devient ensuite hypersensible. Voilà. Et une fois qu'on est hypersensible, il n'y a rien à faire essentiellement. C'est vrai qu'on peut calmer un peu les symptômes d'intolérance, mais malheureusement l'hypersensibilité. Il n'y a pas de traitement connu. Il n'y a pas de traitement d'hypersensibilité, malheureusement. Et alors donc c'est la protection. C'est la protection. Il faut véritablement, et comme je dirais, pour les fabricants de papier peint, ils ont de l'avenir en mettant un treillis métallique, enfin il y a toute une industrie qui se développe aujourd'hui. Qui devrait se développer, parce que vous voulez, maintenant, il sera nécessaire d'installer ça dans sa chambre de coucher. Alors on voit dans les hôtels maintenant des hôtels où on vous dit, chambre non fumeur, c'est très bien, ça ne sent plus le tabac, mais on verra bientôt chambre sans Wi-Fi. Absolument. Et non seulement les chambres sans Wi-Fi dans certains hôtels, il y a déjà des hôtels qui sont sans Wi-Fi et qui sont pleins à déborder actuellement, mais également les rames de train. Il faudra manifestement qu'il y ait comme on a fait pour le tabagisme à une certaine époque, avant d'interdire le fumer complètement de fumer dans les trains, il y avait des wagons qui étaient non fumeurs et fumeurs. Eh bien, actuellement, nous en sommes là. Parce que la SNCF et toutes les compagnies de train, d'ailleurs, trouvent formidable d'installer du Wi-Fi partout. C'est un plus. On est noyé dedans, il n'y a rien à faire, alors que ça coûterait finalement moins cher d'avoir un câblage qui permettrait de se brancher par un câble. Alors. Oui, bien sûr. Mais il y aura un jour certainement c'est ce que, en tout cas, j'aspire à cela, des wagons dans les trains qui soient sans Wi-Fi, pour justement ces malades électro-hypersensibles. Stéphane, est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous pensez pas que le frein le plus important pourrait pas non plus quelque part venir des usagers eux-mêmes, et surtout des tranches les plus jeunes qui refuseront absolument de lâcher leur... C'est excessivement difficile, parce que je faisais des conférences et puis j'avais une jeune fille de première qui me disait « Mais professeur, c'est pas possible de vivre sans portable ». Je lui ai répondu « Mais avant l'apparition du portable, on pouvait tout de même vivre normalement, on téléphonait moins et voilà ». Donc c'est très difficile parce que les jeunes sont conditionnés, je dirais, dès la naissance, à utiliser les techniques modernes. Vous avez des gamins, moi j'ai mon petit-fils qui a 2 ans, il a son ordinateur déjà, alors il appuie sur des boutons, ça s'allume, etc. Donc il pianote comme un grand. Bon. On offre le portable aux petits gamins. Alors moi, le message, je rejoins ce que vous disiez. Surtout, parents, si vous voulez vraiment faire en sorte que votre enfant, lorsqu'il aura 12 ans, avant 12 ans, de l'empêcher d'utiliser un portable, ne lui offrez pas à Noël un portable, un jouet portable en matière plastique, pour déjà de pas le conditionner à utiliser ça à son oreille.
Oui, c'est encore une évolution particulièrement noire de la société, parce que, écoutez, moi, je me souviens, par exemple, de l'apparition du portable. D'un seul coup, on a vu des tas de gens s'en servir, alors que au départ, eh bien, nous qui formons nous faisons partie de la génération antérieure, on trouvait ça un petit peu farfelu. Et puis ensuite, à la fin, eh bien, on m'a offert un portable. Bon, et bien, je l'ai laissé dans mon bureau. Et si les gens voulaient m'appeler sur le portable, ils m'appelaient dans le portable, j'avais le message à chaque fois que j'allais au bureau. Mais en fait, le fait d'avoir le portable dans la poche, c'est pas quelque chose de très intelligent. En plus, c'est très mauvais pour la santé. Si vous aviez, par exemple, un pacemaker cardiaque, et si vous mettez votre portable là, vous risquez l'arrêt du pacemaker. Ah oui, absolument. Oui, purement et simplement. Si vous, je vois, dans un autre ordre d'idée, il y a des stérilités. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de la stérilité liée au portable, mais ça, c'est absolument. Il y a des articles, en tout cas, qui tentent de le montrer. Si vous, par exemple, ça concerne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque vous faites du portable, vous mettez votre ordinateur portable sur les genoux, et pendant des heures et des heures, etc., vous risquez une stérilisation des ovaires ou des testicules. Ceci, avec des anomalies spermatozoïdes chez les hommes, ceci est absolument. Il y a des articles clés qui le démontrent. Au niveau de l'épidémiologie, au niveau de la toxicologie, donc. Il y a tout un tas. Oui, mais alors, comme je dis, c'est idiot parce que il suffit d'un geste pour couper le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est-à-dire qu'en fait, les fabricants, lorsqu'on allume le portable, le Wi-Fi et le Bluetooth s'allument automatiquement, alors qu'il suffit de les désactiver pour que ça reste une espèce de machine à écrire ou un calculateur, mais ce n'est pas nécessairement branché sur Internet. Le fait que ça soit branché en permanence sur Internet, y compris lorsqu'on ne reçoit pas Internet. C'est ça qui rend la plupart des ordinateurs portables, tablettes dangereuses, parce que il faut savoir que ces ordinateurs sont des émetteurs. Et alors je voyais justement, là on sort un petit peu de notre sujet de conversation, mais je voyais par exemple un site américain qui disait, mais savez-vous que lorsque vous allumez votre portable, eh bien, vous pouvez être observé sans le savoir. Effectivement, vous avez ce qui s'appelle, là encore, excusez-moi, monsieur Henri de Lesquen, des hackers. C'est-à-dire, c'est un terme qui traduit les pirates informatiques, qui peuvent à ce moment-là pénétrer dans votre machine à votre insu et de vous regarder par l'espèce de petite caméra qui a à l'intérieur. Alors, c'est ce qui veut dire... C'est affreux, ce cours. C'est affreux. C'est affreux, mais c'est un phénomène qui n'est pas un phénomène... qui n'est pas contrôlé, en plus. Et qui n'est pas contrôlé et qui existe. Et existe au point qu'on donne maintenant des recettes pour éviter... Alors, par exemple, la recette que j'ai vue, je vais vous... eh bien, ça consiste à mettre un sparadrap sur votre petite caméra de votre ordinateur portable. Vous vous rendez compte de ça ? Ça devient quelque chose de terrible. C'est-à-dire Big Brother est là. Et ma recommandation pour tous les gens qui nous écoutent, c'est si vous avez une box, si vous ne servez pas d'Internet, vous la débranchez. Si vous avez un modem, vous la débranchez. Si vous avez un ordinateur portable, si vous ne relevez pas vos messages et si vous n'allez pas sur Internet, vous désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth. Vous vous en porterez beaucoup mieux. Excusez-moi Stéphane, vous avez des questions. J'ajoute juste que, en plus, là, ici, Big Brother, c'est l'État. Parce que, a priori, avec ce qui est sorti sur la NSA et tout ce qui... c'est l'État. Écoutez, l'État français, j'ai tendance à dire, d'un point de vue général, il est souvent assez nul, il faut quand même le dire. Et par contre, si on était, au lieu d'être en France, on était aux États-Unis, je serais beaucoup plus inquiet, parce que si vous voulez, en fin de compte, je pense que en France, il y a des gens qui sont parfaitement capables de pénétrer dans l'ordinateur des gens, mais à ma connaissance, ils ne le font pas encore de façon systématique. Alors, tandis qu'aux États-Unis, on écoute tout le monde. Enfin bon, alors si vous voulez, à la limite, si quelqu'un me filmait par la caméra de mon portable, je disais bonjour Big Brother, mais on en est à ce point-là. Alors, non seulement ça, mais en plus, ça vous bousille le cerveau. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtons. Excusez-moi, vous avez quelques questions encore, des auditeurs qui protestent ou... Il n'y a pas de question. Alors, un point très important, c'est donc ces phénomènes de potentialisation avec les alliages dentaires métalliques. Et là, le message est clair. Surtout, ne vous faites pas poser d'alliage métallique. Il y a des alternatives qui sont les résines et les céramiques. On peut tout à fait, si vous voulez,
se remplacer des morceaux de dents, c'est-à-dire se mettre des couronnes ou combler des dents avec des résines et des céramiques qui sont neutres en termes de champ électromagnétique. Ils n'ont pas d'effet antenne. Et là, c'est très très important parce que très souvent, vous avez des gens qui ont plein d'alliages métalliques et puis qui deviennent effectivement sous l'effet des champs électromagnétiques électro-hypersensibles plus rapidement que les autres. Alors, on n'a pas encore fini dans l'énoncé de toutes les horreurs. Maintenant, vous avez ce qui nous attend, c'est le WiMAX. Alors, le WiMAX, c'est un terme anglo-saxon, encore une fois, qui se dit Worldwide Interoperability for Microwave Access. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va rendre possible de se connecter par Wi-Fi au réseau Internet n'importe où, partout, dans le monde entier. Quelle horreur! C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous savez, les astronomes pestent contre la pollution optique. Lumineuse. Oui, la pollution lumineuse. Alors, par exemple, vous savez, tous les maires trouvent, y compris des tout petits patelins perdus dans les montagnes, trouvent intelligent d'installer des lampadaires partout. Et le résultat, c'est que vous êtes obligé de vous cacher si vous voulez regarder le ciel. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et alors, par exemple, les astronomes sont complètement déprimés parce qu'ils sont obligés d'aller sur l'altiplano en Amérique du Sud pour arriver à voir le ciel. Eh bien, il y a une pollution lumineuse partout. Je vois pas l'intérêt d'avoir un éclairage urbain à 2 heures du matin au milieu de la campagne. Peut-être qu'on a un petit espoir, peut-être, avec les problèmes d'énergie, de voir un jour, peut-être. Mais là-dedans, je leur dirais, bon, ils allument la lumière, mais maintenant, le moindre maire veut installer, je ne sais pas moi, un émetteur de Wi-Fi dans le jardin public où jouent les enfants. Ils se rendent pas compte que c'est exposer les malheureux à encore plus de pollution. C'est-à-dire que, en fait, on peut dire que la pollution radiophonique est devenue un des phénomènes majeurs de pollution. On parle de la pollution par les gaz d'échappement des voitures, mais la pollution radiophonique, électromagnétique est une pollution qui au moins est aussi grave parce que ça provoque des cohortes de malades et lorsque ces malades seront très nombreux et vous aurez une part significative de la population qui sera réduite à des Alzheimer, non pas des Alzheimer classiques, mais des Alzheimer des sujets jeunes, des Alzheimer de 15 ans, eh bien, après ça, ça va contribuer à faire exploser notre santé publique qui déjà est extrêmement mal en point. Alors, on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte et professeur Bellepomme, vous êtes aux premières loges pour observer l'explosion des cancers, l'explosion des différentes personnes qui ont des symptômes. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? Oui, je le vois par le biais de la médecine environnementale, c'est-à-dire, si vous voulez, cette nouvelle approche qui va être de rechercher les causes des maladies, ce que la médecine moderne a oublié, contemporaine a oublié, c'est-à-dire qu'on est dans les effets, dans l'organisme, alors que ce qu'Hippocrate nous a enseigné 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est tout simplement que pour comprendre ce qui se passe dans l'organisme, il faut regarder en dehors de l'organisme, c'est-à-dire dans l'environnement. Donc c'est ce que je fais. Alors, si vous voulez, nous avons, en France, de très très bons épidémiologistes, ça, il y a vraiment aucun problème, de très très bonnes équipes. Malheureusement, si vous voulez, nous n'avons pas suffisamment d'études épidémiologiques faites, ce qui fait que nous n'avons pas toujours des chiffres à donner pour savoir ce qui est de la prévalence de l'électro-hypersensibilité en France. Nous n'avons aucune donnée. Alors que d'autres pays ont des données qui sont, comme je disais en début d'émission, avec des chiffres effarants, parce que 1% de la population, c'est énorme. Et quand ça va jusqu'à 10%, ça veut dire un sujet sur 10 qui devient électro-hypersensible, dont un certain nombre pourront évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Nous sommes vraiment vers des figures qui sont impensables. C'est pas possible, cela. Alors, mais c'est, si vous voulez, malheureusement, du domaine du possible. On veut pas le voir, mais c'est du domaine du possible. Je prends un exemple. Je me suis bataillé, comme vous l'avez très, très gentiment rappelé, pour les problèmes aux Antilles des pesticides, cette fameuse chlordécone. Eh bien, aujourd'hui, la Martinique a le record du monde, par exemple, des diabètes de type 2.
Martiniquais sur 10 est atteint de diabète de type 2. On n'a jamais vu ça. Oui. La moyenne mondiale est à 2 à 3%. Là, c'est 1 sur 10. Ça veut dire 10%. Ils ont le record du monde de cancer de la prostate. Un homme sur 4 fait un cancer de la prostate là-bas. Donc, si vous voulez, on est dans des chiffres absolument effarants qui concernent encore une population limitée. Oui. Ce que l'on pressent pour ce qui est des champs électromagnétiques, de cette pollution électromagnétique, c'est qu'on aura encore, malheureusement, des nuisances, des prévalences ou des taux d'incidence encore plus élevés. Oui, et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est dramatique. Et je dirais que ce qui est terrible, c'est que très peu de gens en parlent. Alors, il faut citer, je voudrais rendre hommage à cette association un peu écologiste, il faut le dire, Robin des Toits, qui fait un très beau travail. Et si vous voulez, il faut parler de ça autour de vous, mais surtout protégez-vous contre les ondes. Alors, professeur Bellepomme, nous arrivons à la fin de notre émission. Je voulais vous remercier d'être venu et surtout, vous êtes vraiment dans votre élément parce que, au-delà de vos fonctions de cancérologue, vous avez été un lanceur d'alerte excellent puisque vous avez donc réussi à mettre en évidence les effets de la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Et aujourd'hui, vous êtes le pionnier dans la détection de l'hypersensibilité aux fréquences radiophoniques. Alors, merci, professeur Bellepomme. Cher monsieur De Vol, merci aussi, car vous êtes, je pense, l'un des pionniers également au sein de l'Académie des sciences pour justement mettre en exergue les problèmes environnementaux sur une base bien sûr scientifique. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité. Il faut garder les yeux ouverts. Merci, chers auditeurs. Bonsoir.